OK, alors, cours numéro 5. Alors, au premier cours, on avait vu VAN, on avait vu taux de rendement interne, on avait vu 6 méthodes en tout. Il y en a une qu'on va revoir aujourd'hui, c'était l'annuité équivalente. Donc, on avait un investissement initial au temps zéro et 3 cash flows positifs par la suite. Et on disait que ça avait une vanne au temps t est égal à zéro. Et cette vanne, on la convertissait en rente équivalente ou une annuité équivalente au temps 1, 2 et 3. Maintenant, pourquoi qu'on fait ça? C'est juste pour savoir, en tenant compte de la valeur temporelle de l'argent, quel est le profit, entre guillemets, qu'on fait à chaque année. Maintenant, le cours d'aujourd'hui, on va voir des projets et le projet, ça ne va pas être accepte ou pas accepté. Ça va être est-ce qu'on remplace notre camion à chaque année, à chaque 2 ans, à chaque 3 ans ou à chaque 4 ans? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on calcule la vanne pour notre projet qui dure 1 an, on calcule la vanne pour notre projet qui dure 2 ans, on calcule la vanne pour notre projet qui dure 3 ans et on calcule la vanne pour un projet qui dure 4 ans. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'on remplace le camion à chaque 1, 2, 3, 4 ans. Donc, si tu calcules ta vanne à chaque année, bravo, c'est tout simplement le montant total qui est ajouté à chaque fois que tu renouvelles le projet. Et le projet est renouvelé à chaque année. Mais si le projet est renouvelé à chaque 2 ans, cette vanne que tu l'as calculée, elle est calculée au temps zéro, mais au temps 2, tu vas renouveler ton projet, donc tu as une nouvelle vanne au temps t est égal à 2. 4, 6, 8. Si ton projet est renouvelé à chaque 3 ans, tu vas calculer une vanne au temps zéro, mais le projet est renouvelé au temps 3. Donc, cette même vanne, tu vas la recevoir au temps 3, 6, 9, 12, etc. De même, si on renouvelle le projet à chaque 4 ans, on calcule une vanne au temps zéro, une vanne au temps 4, au temps 8, au temps 12, ça devient lourd. Alors, comment est-ce que tu peux comparer ces projets? C'est bien simple. Tu vas convertir ça en annuité équivalente. Alors, la vanne au temps t est égal à 0 pour un projet de 4 ans, c'est équivalent à une rente de X au temps 1, 2, 3 et 4. Au temps 4, on renouvelle le projet, donc on a une rente de X au temps 5, 6, 7, 8. Au temps 8, on renouvelle le projet, donc on a une rente X au temps 9, 10, 11, 12. Et en conséquence, ça devient une rente perpétuelle, une perpétuité qu'on a vu en finance 1. Et donc, ça devient plus facile de calculer. Donc, au lieu d'avoir des projets qui sont renouvelés à chaque 1, 2, 3 ou 4 ans, on va calculer une annuité équivalente qui va devenir perpétuelle, indifféremment de si on renouvelle le projet à chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 4 ans. Donc, OK, alors, qu'est-ce qui arrive? Si je renouvelle mon camion à chaque année, alors c'est beau, je vais avoir des camions qui sont flambant neufs, peut-être que ça va me donner des ventes supplémentaires. Par contre, mes coûts vont probablement être plus énormes. Si je garde le camion pendant 4 ans, peut-être renouveler le camion, ça coûte moins cher, mais les frais d'entretien vont devenir plus importants, puis les frais d'assurance vont devenir plus importants. Aussi, un camion qui est renouvelé à chaque année, la valeur résiduelle, elle est probablement plus grande. Et on doit toujours tenir compte du gain en capital sur la revente. Alors, quand on va revendre notre ancien équipement pour la valeur marchande, on doit comparer avec la valeur au livre. Et la différence entre les deux, c'est un gain capital, qui pourrait être négatif. Encore une fois, si on a une perte en capital ou un gain en capital, on paye des taxes dessus ou on reçoit des taxes si c'est une perte. La perte en capital, ce n'est pas que le gouvernement arrive avec un chèque. C'est juste que sur tous les gains autres ailleurs dans l'entreprise, on va venir réduire ces gains du montant de la perte de notre projet. Donc, sur les autres projets, on va réduire la charge, les taxes à payer. Donc, c'est comme si le crédit d'impôt était reçu immédiatement. Une autre chose, quand on achète un équipement, on a des charges de dépréciation. Et la charge de dépréciation vient réduire nos taxes. Donc, si on paye 40 en taxes et notre équipement a une charge de dépréciation de 100 000, le 100 000, on ne le paye pas au temps N. On va le payer au temps 0 quand on a acheté l'équipement. Alors, c'est dans l'investissement initial. Mais au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à N, on a une charge de dépréciation. Supposons que cette charge, elle est de X dollars et on paye 40 en taxes. C'est comme recevoir une réduction de taxes de 0,4 fois X. Donc, si on a une charge de dépréciation de 100 000 et on paye 40 en taxes,
on va réduire nos taxes de 40 000 $. On appelle ça le bouclier de dépréciation. En anglais, Depreciation Tax Shield. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est supposons qu'on est la compagnie Hertz ou Avis ou Enterprise Rent-A-Car. Alors, tu as une flotte de voitures que tu loues et on veut savoir est-ce que ça vaut la peine de renouveler la flotte à chaque 1, 2, 3 ou 4 ans. Donc, une nouvelle voiture, on va supposer qu'elle coûte 18 000 $, tous les coûts inclus. Et on utilise la dépréciation canadienne autour de 25 % par année. En passant, à propos de la dépréciation canadienne, j'ai 3 étudiantes qui m'ont envoyé la réponse. Je ne savais pas pourquoi on utilisait le demi-taux pour la première année, mais je remercie les 3 étudiants avec un point bonus. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu des courriels me disant la raison pourquoi la dépréciation canadienne, c'est juste un demi-taux la première année, c'est qu'on suppose que le camion est acheté en milieu d'année. Alors oui, d'un point de vue timing des cash flows, c'est logique, mais encore mon problème avec la dépréciation canadienne, c'est que tu veux des charges de dépréciation plus énormes tes premières années, justement parce que tes demandes en capitaux sont plus importantes, c'est pour réduire tes taxes. Alors, avec Double Declining Balance, tu payes moins de taxes la première année. Tu vas éventuellement payer le même montant en taxes, mais tu vas les payer plus tard. Alors, la dépréciation canadienne, du moins jusqu'à 2018, si tu avais une dépréciation de 25 % par année, ça veut dire que le camion perd 25 % de sa valeur au livre à chaque an, 12,5 % la première année. Depuis 2018, le demi-taux est enlevé. Par contre, nous, pour l'examen, on va le garder. Pour 2 raisons. Un, toutes mes slides sont construits en conséquence et tous mes anciens examens sont construits, il faudrait que je passe à travers. Deuxièmement, si on élimine le demi-taux, la dépréciation canadienne, ça devient tout simplement Double Declining Balance. Alors, Double Declining Balance, tu réduis la valeur du camion d'un certain montant à chaque année. C'est exactement la même chose que la dépréciation canadienne. La seule différence, c'est que Double Declining Balance, tu te limites à la valeur résiduelle, tandis que la dépréciation canadienne, tu déprécies en perpétuité. Donc, encore une fois, le taux corporatif de taxe est de 40 %. Le coût moyen pondéré du capital est de 15 % et on assume, ici, on va assumer, selon nos hypothèses, que si on revend le camion après le char après 1, 2, 3 ou 4 ans, on va la vendre pour sa valeur au livre. Donc, on va tout simplement recevoir sa book value. Il ne va avoir aucun gain capital. Par contre, la plupart de toutes mes questions, généralement, un examen, on va tout le temps traiter un gain capital. La réalité, c'est que normalement, on va faire les hypothèses. Les hypothèses, au temps zéro, on va supposer qu'on est capable de revendre notre camion pour sa valeur au livre. Parce que si on assume autrement, ça veut dire que nos hypothèses de valeur au livre sont peut-être erronées. Moi, pour mon examen, vu que je veux que mes étudiants tiennent compte du gain capital, je dis tout le temps qu'on est capable de vendre pour un prix différent, justement parce que je veux tenir compte du traitement du gain capital dans le calcul. Mais normalement, logiquement, si on connaît la valeur au livre du camion pour les temps 1, 2, 3, 4, on peut tout simplement assumer qu'on va le vendre à ce moment-là pour cette valeur et donc il n'y a pas de gain capital. Par contre, il y a quand même une valeur résiduelle, le prix de revente. Et je dis aussi qu'en fin d'année, on va payer des coûts d'assurance et d'entretien. Encore une fois, en fin d'année, justement, parce que c'est plus facile de faire le calcul qu'en milieu d'année. En fin d'année, la première année, on a un nouveau char. Les frais d'entretien, de lavage, d'assurance sont de 1 200. Si je garde le char pour 2 ans, la deuxième année, les coûts vont être de 2 000 $ en fin d'année. Les coûts sont déductibles d'impôts, c'est des coûts opérationnels. La troisième année, je vais avoir des coûts de 3 000 $ et la quatrième année, je vais avoir 4 000 $. Donc, supposons que je renouvelle ma flotte à chaque 3 ans. La première année, alors, au temps 0, je vais payer 1 800, 18 000, je veux dire. Au temps 1, je vais avoir des coûts de 1 200 qui sont dépréciables. Mais par contre, je vais avoir une charge de dépréciation qui fait en sorte que ça va venir réduire mes taxes. La deuxième année, je vais avoir des coûts qui sont déductibles d'impôts. Alors, 2 000 $ après impôt, 2 000 $, c'est 1 200 $. Et la deuxième année, supposons la deuxième année, j'ai 4 000 $ de charges de dépréciation, c'est comme si je réduis mes taxes de 1 600 $. Et ainsi de suite. Donc, la question qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on devrait renouveler notre flotte à chaque 1, 2, 3 ou 4 ans?
Maintenant, ce calcul, on ne peut pas tout simplement faire le calcul pour une année, comparer ça avec un calcul d'un projet de 2 ans. Pourquoi? Les projets sont renouvelés à chaque 2 ans. Donc, à chaque 2 ans, on va avoir à payer 18 000 $. On va avoir des coûts d'entretien de 1 200 et de 2 000. On va avoir des crédits d'impôt sur la dépréciation et on va revendre le camion après 2 ans. Et on va répéter ce processus à chaque 2 ans. Donc, si j'utilise l'annuité équivalente, c'est comme si je paye X ou si je reçois X à chaque 2 ans, à chaque année, je veux dire. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est calculer la valeur de l'actif au temps 1, 2, 3 ou 4, selon la dépréciation canadienne, avec le demi-taux. À l'examen, si j'utilise la dépréciation canadienne, je vais mentionner que la première année, c'est le demi-taux. On va calculer que sont les cash flows. Alors, qu'est-ce que je dois payer? Quels sont les cash flows à chaque année? Je vais calculer la valeur au temps 0 selon si je renouvelle le projet à chaque 1, 2, 3 ou 4 ans. Après que j'ai fait tous ces déboursés, je vais calculer une annuité équivalente de X qui serait payable au temps 1, 2, 3 jusqu'à N, dépendant de N. Et par la suite, ça devient une perpétuité. Et une perpétuité, alors je vous ai déjà mentionné ça, quand vous avez quelque chose qui est en perpétuité, vous pouvez tout simplement mettre un chiffre énorme dans N et que payment, c'est le cash flow, I, c'est le taux d'intérêt, compute present value. Vous êtes en mesure de calculer la valeur actuelle d'une perpétuité. Mais pour ceux qui se souviennent en finance 1, la valeur actuelle d'une perpétuité, c'est le cash flow constant et perpétuel divisé par le taux d'intérêt. La méthode que vous utilisez, c'est à vous de décider. Donc, je vais donner un point bonus pour la première personne qui m'envoie dans le chat la réponse. Quelle est la valeur au livre de l'actif au temps T est égal à 3? Donc, j'ai une voiture qui coûte 18 000 $. J'ai une dépréciation canadienne de 25 % par an. Ça veut dire que l'auto perd 18 % de sa valeur à chaque année. 25 % de 18 000. Attends. 25 % de sa valeur au livre en début de période, à part 25 % par période. Donc, 18 000 au temps T est égal à 0. Alors, 18 000 au temps T est égal à 0. Elle perd 25 % par année, mais la première année, elle perd juste la moitié de 25 %. Donc, elle perd 12,5 %. Et donc, 18 000, si je multiplie par 1 moins 12 %, alors 18 000 fois 0,875, ça veut dire qu'au temps T est égal à 1, le camion devrait valoir 15 750. Si elle perd 25 % de sa valeur, ça veut dire qu'elle retient 75 % de sa valeur. Je fais 15 750 fois 0,75, 11 812,50. C'est quoi la question? Et si elle retient un autre 75 %, ça veut dire qu'au temps T est égal à 3, l'auto devrait valoir 8 859 et 38. Donc, je vais donner un point à Jésus. Alors, un point à, je veux dire, Jésus. Pour être le premier à l'avoir eu. Alors, toutes les questions en bleu, je vais vous donner un point pour le premier qui l'a, juste pour vous garder intéressé. Donc, la book value au temps T est égale à 0, elle est de 18 000. Si on utilise le taux dégressif canadien, le taux de 25 %, les normes canadiennes, 18 000, elle va perdre 12,5 % de sa valeur la première année. Donc, si tu fais 18 000, elle va retenir 87,5 %. Donc, elle retient 87 % de sa valeur la première année. Donc, 87,5 % de 18 000, elle vaut 15 750 à la fin de la première année. Et la différence entre les deux, c'est la charge de dépréciation. Ou bedon, vous pouvez faire 18 000 fois 0,125, alors 12,5 % fois 18 000. Et ça va vous donner une charge de dépréciation de la première année de 2 250. Par la suite, pour chaque année subséquente, la valeur au livre va être, elle va perdre 25 % de sa valeur en début de période. Donc, elle va perdre 25 % de 15 750 la deuxième année.
Donc, elle va retenir 75% de sa valeur. Donc, la valeur de la première période fois 75%, ça veut dire que 75% de 15 750, c'est 11 812,50. La charge de dépréciation, c'est la différence entre les deux, 15 750, 11 812. Et donc, 3 937,50. Bien sûr, si vous faites 25% fois 15 750, ça vous donnera 3 937,50. Les deux méthodes sont bonnes. Même principe, valeur au temps 3, ça va vous donner 8 859,38. Alors, si vous prenez la book value au temps 2 fois 0,75, ou si vous pluguez la formule, ça va vous donner une book value de 8 859,38 et une charge de dépréciation de 2 953,12. Et finalement, book value au temps 4, le cas échéant, 6 644,53. Une charge de dépréciation en conséquence de 2 214,85. Dans un ancien examen, j'ai dit que les équipements étaient vieux, alors âgés de plus que 2 ans, et je disais que dans la dernière année, la charge de dépréciation était de 20 000 avec un taux dégressif de 25%. Mais je n'ai jamais donné la book value de l'équipement au temps zéro parce que je n'ai pas dit l'âge de l'équipement. Alors, je disais seulement que les équipements sont plus vieux que 2 ans. Et donc, en conséquence, pour faire le calcul, on devait prendre la charge de dépréciation la plus récente et chaque charge de dépréciation subséquente devenait 75% de sa valeur. Donc, si vous prenez la charge de dépréciation au temps 3, vu que l'équipement perd 25% de sa valeur à chaque période, elle retient 75% de sa valeur. Et la charge de dépréciation, c'est 25% de quelque chose qui retient 75% de sa valeur à chaque période. Donc, si vous prenez la charge de dépréciation à n'importe quel temps, à part la première année, et vous multipliez par 0,75, ça va vous donner la charge de dépréciation de l'année suivante. Donc, si on voulait savoir c'était quoi la charge de dépréciation de la 5e année, on prend 2214 et on multiplie par 0,5, à 0,75, fois 0,75. Et de même, pour chaque année, la charge de dépréciation va être 75% de la charge de dépréciation précédente. Alors, ça fonctionne à partir du temps t est égal à 2 et tous les temps subséquents. Donc, si je commence par remplacer mon camion à chaque 4 ans, que sont les cash flows que je veux verser? Maintenant, au tout premier cours, ce qu'on avait fait, on avait fait cash flow avant. Alors, le income statement avant, alors vente, coût fixe, et on descendait jusqu'en bas pour cash flow avant, cash flow après. Et la différence entre les deux, c'était le cash flow incrémental. Rendu le 3e ou le 4e cours, on était rendu où est-ce qu'on était capable de tout simplement calculer tous les cash flows incrémentaux. Donc, les ventes supplémentaires, moins les coûts supplémentaires, moins la charge de dépréciation supplémentaire, moins les taxes supplémentaires, et on rajoutait le cash flow et ça nous donnait notre cash flow incrémental. Aujourd'hui, on va aller encore plus simpliste. On va regarder tout simplement chaque compte. Alors, s'il y a des ventes supplémentaires, on va regarder l'ajout du cash flow après taxe. Alors, si tous les comptes demeurent inchangés puis mes ventes augmentent de 100 000 et je paye 40% en taxes, je le sais que mon cash flow va augmenter de 60 000 Je n'ai pas besoin d'aller à travers chaque compte. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si je regarde pour une période de remplacement de 4 ans, à chaque 4 ans, je vais acheter une nouvelle voiture pour 18 000 et je vais revendre l'ancienne pour 6 644,53. Alors ici, j'assume que c'est une revente au prix du livre, donc aucun gain capital. Une autre chose que je vais regarder, c'est que je vais regarder tous les cash flows, tous les comptes qui vont changer. Et par la suite, je vais regarder ces comptes après impôt. Donc, si je renouvelle mon char à chaque 4 ans, la première année, je vais avoir des coûts d'entretien de 1 200 $. Alors, c'est des dépenses de 1 200 $. Je vais avoir une charge de dépréciation de 2 250. Maintenant, ça, c'est juste des comptes. Si je veux regarder quelle est la valeur de ces comptes après taxe, mais si je paye 1 200 avant taxe, après taxe, vu que pour chaque dollar de dépense, j'économise 40 cents,
Après taxe, 1200 avant taxe, c'est comme 720 après taxe, ou 1200 fois 1 moins le taux corporatif. Par contre, la charge de dépréciation, c'est une charge non-cash. Ça veut dire que je ne paye pas 2250. Je fais juste économiser 2250 fois 40 ou 900 en taxes. Donc, je paye net 720 en dépenses après impôt et j'économise 900 en cash. Donc, la première année, j'ai un cash flow positif de 180 La deuxième année, je vais avoir des coûts de 2000 avant impôt. Après impôt, c'est équivalent à des coûts de 1200 J'ai une charge de dépréciation de 3937. Par contre, ça c'est tout simplement pour réduire mes taxes. Je vais avoir une réduction de taxes d'environ 1680 1580 On va le compter exactement dans une seconde. J'ai des coûts d'entretien de 3000 avant impôt et j'ai une charge de dépréciation de 2953 et 12 avant impôt, au temps 3. Au temps 4, j'ai des coûts de 4200 et une charge de dépréciation de 2214 et 85. Maintenant, ça, c'est des cash flows, c'est des comptes avant impôt. On va regarder la valeur après impôt. Alors, au lieu de passer à travers tous les comptes, je vais tout simplement prendre la valeur après impôt de chaque compte. Donc, je veux reconnaître la valeur du crédit d'impôt après taxe. Donc, si je reviens ici aux 1200 le 1200 c'est avant impôt. Donc, dans ma ligne coût fixe, j'aurais 1200 qui viendrait réduire mon profit brut, mon EBITDA. Par la suite, je vais soustraire la charge de dépréciation. Je vais descendre, je vais trouver mon bénéfice imposable, je vais calculer les taxes supplémentaires et qui va me donner mon bénéfice net. Je rajoute la charge de dépréciation et ça me donne mon cash flow. Je n'ai pas besoin de passer à travers toutes ces étapes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement regarder le 1200 après impôt. Alors, 1200 après impôt, ça devient 1200 fois 1,40 1 moins 40 J'ai la tête dans les nuages cette semaine. Alors, je vais payer 1200 cash en dépenses, mais je vais économiser 40 de 1200, alors 480 en taxes. Alors, net, c'est comme si je payais 60 cents pour chaque dollar qui est versé, alors 720 en coût fixe. La charge de dépréciation, elle est de 2250. C'est une charge non-cash. Tout ce que ce 2250 fait, c'est que ça vient réduire mes taxes de 40 donc ça réduit mes taxes de 900 Donc, c'est comme si j'ai 900 de moins à payer en taxes, donc 900 de plus en cash. 900 moins 720. Après impôt, j'ai un cash flow supplémentaire des dépenses supplémentaires négatives de 1800. Donc, quand je calcule la valeur actuelle de mes cash flows, je regarde les dépenses, c'est du négatif, mais mes crédits d'impôt, c'est du positif. Et ici, si je renouvelle le char à chaque 4 ans, je vais avoir un cash flow qui est positif. Pour la deuxième année, des coûts fixes de 2000 après impôt, ça vaut 1200 Une charge de dépréciation de 3937,50, ça réduit tout simplement mes taxes de 40 de ce montant. Donc, 3937,50 fois 0,4, 1575. Donc, je vais payer 1200 de plus après impôt en coût, mais je vais avoir un crédit d'impôt pour le bouclier de dépréciation de 1575 Donc, j'ai un cash flow positif de 375. La troisième année, je paye 3000 en frais fixes. Après impôt, ça c'est 1800 J'ai une charge de dépréciation d'un peu moins de 3000 donc j'ai un crédit d'impôt de moins 1200. Donc, mes dépenses totaux la troisième année, net d'impôt, serait de 618,75. Et la quatrième année, je vais avoir des coûts fixes de 4200 avant impôt,
Après impôt, ça c'est 2520. Je vais avoir une charge de dépréciation d'un peu plus que 2200. Donc, je vais avoir un crédit d'impôt d'environ 880 $. Je vais devoir vendre l'ancien. Alors, si je vends l'ancienne auto, je reçois 6644,53 $. J'en achète une nouvelle pour 18 000. Ça, c'est les cash flows totaux que je vais recevoir pendant 4 ans. Donc, le cash flow au temps T est égal à 4 sera de moins 12 989,53 et ça inclut le renouvellement du char. Alors, je vais en lancer, j'en achète une nouvelle. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est que je peux calculer la valeur actuelle nette de ces 4 cash flows. Je vais ramener ça au temps T est égal à 0. Une chose que je n'ai pas faite ici, vu que je compare les projets entre elles, je vais assumer que la compagnie, que ce soit Avis ou Hertz ou Rent Enterprise, je vais assumer qu'elle a déjà sa flotte aujourd'hui. Ce que je vois souvent à un examen, j'ai des étudiants qui vont mettre au temps T est égal à 0 un 18 000. C'est parfait, vous ne perdez pas des points, vous avez absolument raison. Ici, je ne l'ai pas mis, tout simplement parce que les quatre périodes de remplacement vont avoir le 18 000 au temps T est égal à 0. Donc, si vous l'ajoutez ou si vous l'enlevez, ça revient à la même chose. On veut juste savoir quelle est la valeur ajoutée d'un projet vis-à-vis à l'autre. Alors, les 4 projets ont le char au temps T est égal à 0. Alors, si tu l'ajoutes pour un, tu vas l'ajouter pour l'autre. Alors, net, ça devient quand même 0. Mais oui, bel et bien, à un examen, si vous me dites qu'au temps 0, vous avez payé 18 000, vous ne perdez aucun point pour ça. Votre réponse pour valeur actuelle nette va tout simplement changer de 18 000 $. Donc, quelle est la valeur actuelle au temps T est égal à 0 de ces 4 cash flows? Maintenant, vu que j'ai tenu compte du 18 000 au temps 4, il faut que je ramène ça au temps T est égal à 0. Donc, j'aurais pu dire la vente du projet, mais vu que je n'ai pas mis le 18 000, j'ai tout simplement appelé ça la valeur actuelle. Alors, je reçois, si je renouvelle ma flotte à chaque 4 ans, la première année, j'ai un cash flow de 180, je vais l'escompter à 15 %. La deuxième année, j'ai 375, je vais l'escompter à 15 % pendant 2 périodes. Au temps T est égal à 3, j'ai un cash flow négatif de 618,75 $. Je l'escompte pendant 3 périodes à 15 %. Au temps 4, je renouvelle la flotte et j'ai des dépenses et une charge de dépréciation qui est moins importante. Donc, je vais avoir un cash flow négatif de 12 989,53 $. Je vais escompter ça pendant 4 périodes à 15 %. Ça veut dire que la valeur actuelle ou la vanne, si vous voulez, de ce projet est de 7 393,57 $. Donc, si je renouvelle ma flotte à chaque 4 ans, la valeur actuelle des dépenses associées avec ces chars serait de 7 393,57 $. Maintenant, ça ne dit rien ici des ventes. Je regarde juste les coûts fixes. Si on assume que les ventes ne vont pas être inchangées, que le char ait 1, 2, 3 ou 4 ans, pas de problème. Mais si par contre les ventes changent, on doit en tenir compte. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Au lieu d'avoir... Alors, si je renouvelle ma flotte à chaque 4 ans, donc j'ai une nouvelle flotte aujourd'hui, je la renouvelle à chaque 4 ans, la valeur actuelle des dépenses pour les 4 premières années va être de 7 393,57 $. Ces dépenses, je vais devoir les répéter au temps T est égal à 4, au temps T est égal à 8, au temps T est égal à 12, au temps T est égal à 16. Alors, ça devient plus compliqué. Ce que je vais faire, par contre, au lieu de dire 7 393 à chaque 4 ans, je vais trouver la valeur d'une rente équivalente qui est payée au temps 1, 2, 3 et 4. Alors, au lieu d'avoir 4 cash flows différents, je vais avoir 4 cash flows identiques, qui est la valeur moyenne des cash flows qui tiennent compte de la valeur temporelle de l'argent. Alors, tient compte des intérêts. Alors, je veux savoir une annuité équivalente qui est versée pendant les 4 premières années, à la fin de chacune des 4 premières années. Alors, ça, c'est juste de la notation. Alors, une annuité équivalente pour un projet qui est renouvelé à chaque 4 ans. Et ça, c'est le terme de valeur actuelle. Alors, une rente de 4 paiements de cette annuité équivalente à 15 %. Donc, dans votre calculatrice, vous utilisez les boutons, les registres. Alors, vous êtes censé les avoir connus en Finance 1. Si vous avez fait Finance 1 avec moi, c'est certain que vous les connaissez.
Alors, N, c'est le nombre de paiements, 4. I, c'est le taux d'intérêt exprimé sous forme de pourcentage, donc 15. Ne rentrez pas 0,15, c'est 15, 15%. Present value est égal à 7393,57, ou si vous voulez, moins 7393,57. Et vous faites Compute Payment. Et ça devrait vous donner 2589,71. Ça veut dire recevoir 180 au temps 1, 375 au temps 2, payer 618 au temps 3 et payer 12 989 au temps 4 est équivalent à payer 7 393,57 au temps t est égal à 0. Et ces quatre paiements est équivalent à payer 2 589 au temps 1, 2, 3 et 4. Mais le bénéfice de ceci, alors dans votre calculatrice, dans Future Value, vous mettez 0. Alors, le bénéfice de faire ceci, c'est que vous payez 7 393 au temps 0, 4, 8, 12. Si vous payez 7 393 au temps 0, c'est comme payer 2 589 au temps 1, 2, 3, 4. Si vous payez 7 393 au temps 4, c'est comme payer 2 589 au temps 5, 6, 7, 8, 9. Et ainsi de suite. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et ainsi de suite. Alors, si vous arrivez à un chiffre qui est autre que 2589, assurez-vous bel et bien que votre calculatrice est en mode fin de période. Alors, si votre calculatrice est en mode début de période, sur votre calculatrice, quelque chose va s'afficher, Begin, BGN ou Do va apparaître. Assurez-vous d'être en mode fin de période. Donc, on dépense en moyenne 2589,71 net. Alors, en tenant compte des intérêts et en tenant compte de tous les taxes, c'est comme si on remplace notre char à chaque 4 ans, c'est comme en moyenne net, en tenant compte de la valeur temporelle de l'argent, on paye 2589,71. Pour notre calcul, ça va rendre ça bien plus facile tantôt. Donc, qu'est-ce qui arrive par contre si je remplace mon char à chaque 3 ans? Encore une fois, je vais regarder tous les cash flows. Probablement que les deux premiers cash flows vont être identiques. La charge de dépréciation de la troisième année, les frais de la troisième année vont être identiques, mais je vends l'ancien char et j'en achète une nouvelle pour 18 000. Donc, le cash flow 3 va arrêter d'exister. Il ne va plus avoir de cash flow 4. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer 3 cash flows. Par la suite, je vais calculer la valeur actuelle de ces 3 cash flows. Par la suite, je vais calculer une annuité équivalente sur 3 ans pour les 3 cash flows. Et ça va être une rente perpétuelle qui sera payée des dépenses perpétuelles à payer. Donc, période de remplacement de chaque 3 ans. Je vais acheter une nouvelle voiture à chaque 3 ans pour 18 000 $ et je vais vendre l'ancienne pour sa valeur au livre 8 859,38 $. Au temps 1, j'ai des coûts de 1200, une dépréciation de 2250. Alors, les coûts vont être identiques avant taxe. Les coûts et les dépréciations vont être identiques. Par contre, au temps t est égal à 3, on va vendre l'ancien pour 18 000 et on va vendre l'ancien pour 8 859 et on va en acheter une nouvelle pour 18 000. Donc, si on regarde nos cash flows après impôt, 1200, c'est avant impôt. Alors, après impôt, pour chaque dollar qui est versé, on va économiser 40 sous. Donc, 60 cents de chaque dollar qui sera versé. Alors, 1200 fois 60 %. 2250, on n'a pas payé 2250, on économise 40 cents pour chaque dollar de dépréciation, donc 9000. Donc, vous allez remarquer que le cash flow est identique que si je remplace le projet aux 3 ans et aux 4 ans. Et de même, le cash flow au temps 2. Donc, après impôt, je regarde les coûts après impôt. Alors, c'est des coûts cash. Alors, pour chaque dollar qui est versé, j'économise 40 sous. Et la charge de dépréciation pour chaque dollar qui est imputé dans mes états financiers, alors dans mon income statement sur la ligne dépréciation, va réduire mes taxes de 40 sous pour chaque dollar. Donc, 2250 de dépréciation réduit mes taxes de 900 $.
1200 qui est payé cash. Après impôt, c'est comme payer 720$. Donc, net, c'est comme si je recevais 180$. Cash flow au temps 2 demeure identique. Cash flow au temps 3, ce serait 3000$ après impôt, plus la charge de dépréciation fois 40%. Je vais dépenser 18 000 pour l'ancienne auto et je vais recevoir 8 059 pour la nouvelle. Alors, 3 000$ versés avant impôt, c'est comme 18 000 après impôt. 2 953 de dépréciation, 2 953 fois 0,4 va venir réduire mes taxes de 1 181$. Je vais dépenser 18 000$ et je vais recevoir 8 859 sur la revente sur l'ancienne auto. Net, en tout, net d'impôt, je vais payer autant T est égal à 3, 9 759,37. Donc, autant 1, 2 et 3, je paye 180, 375, je reçois 180, 375 et je paye 9 759. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et ainsi de suite, vu que le projet est renouvelé à chaque 3 ans. Donc, ce que je vais faire, je connais maintenant mes cash flows après impôt. Je vais calculer la valeur actuelle de ces 3 cash flows, qui sera au temps 0. C'est un cash flow qui se répète au temps 0, 3, 6, 9, 12 et ainsi de suite. Donc, je vais convertir ça en annuité équivalente 3 ans. Donc, cette valeur actualisée sera de X au temps 1, 2, 3. Cette valeur actualisée au temps 3 vaudra X au temps 4, 5, 6. Cette valeur actualisée au temps 6 vaudra X au temps 7, 8, 9. Et ça me permettrait de comparer mes projets parce que ça devient des rentes qui sont perpétuelles à partir de ce moment-là. Donc, la valeur actuelle de 180 au temps 1 escomptée à 15 %, plus 375 au temps 2 escomptée à 15 %, plus 9 759 négatif qui est dépensé au temps 3 escompté à 15 %. Ça veut dire, si je renouvelle ce char à chaque 3 ans, je vais devoir payer 5 976,87. Donc, au temps 0, 3, 6, 9, 12, j'ai 5 976 à verser. Ça devient lourd à calculer, surtout si je compare des projets de durée inégale. Donc, je vais convertir ce 5 976 en annuité équivalente de X payable au temps 1, 2 et 3. Si ça, c'est payé au temps 0, 3, 6, 9, 12 et ainsi de suite, c'est équivalent à payer X au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et ainsi de suite. Donc, une annuité équivalente, une rente pour un projet qui est renouvelé à chaque 3 ans, une rente de 3 paiements de cette rente escomptée à 15 % vaut 5 976,87. Donc, encore une fois, dans notre calculatrice, pour calculer cette rente, à present value, 5 976. Si vous voulez mettre négatif, allez-y. N est égal à 3, I est égal à 15. Future value devrait être à 0 par défaut. Et compute payment, ça va vous donner la rente 2617,73. Donc, on dépense en moyenne 2617,73 à chaque année si on renouvelle la flotte à chaque 3 ans. Donc, autant 1, 2 et 3, je paye 2617. C'est équivalent à payer 5 976 au temps 0. Alors, 6 000 $ au temps 0, 3, 6, 9, 12, ainsi de suite, est équivalent à payer 2617 au temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à l'infini. Je vais regarder maintenant le projet si je renouvelle ma flotte à chaque 2 ans. Donc, le premier cash flow va probablement être le même, mais je renouvelle la flotte au temps 2. Donc, le cash flow au temps 2 va être différent. J'achète un nouveau char pour 18 000 et à chaque 2 ans, je vais vendre l'ancien char pour 11 812,50. Donc, le coût de la première année, les coûts de la première année et de la deuxième année demeurent inchangés avant impôt. Les charges de dépréciation et tout. Je vais regarder maintenant que sont mes cash flows nets d'impôts. Donc, la première année, surprise, surprise, c'est le même 180 $.
La deuxième année, j'ai 2000 fois 1 moins le taux d'impôt, alors 1200 après impôt, un peu moins que 4000 de dépréciation, donc j'économise 4000 fois 0,4, j'économise un peu moins que 1600 en dépréciation. Je dépense 18 000 pour le nouveau char et je reçois 11 812,50 pour l'ancien. Donc, mon cash flow au temps 2 est égal à 5 812,50. Je vais calculer la valeur actuelle de ces deux cash flows. Je vais calculer par la suite une annuité équivalente qui sera perpétuelle par la suite. Donc, la valeur actuelle du premier cash flow de 180 escompté avec une période de 15 % d'intérêt et un deuxième cash flow de 5 812,50 au temps 2 escompté avec deux périodes à 15 % d'intérêt. Ça veut dire que c'est une valeur de 4 238 qui serait dépensée nette au temps 0. Et si je remplace mon char à chaque 2 ans, 4 238 est dépensé au temps 0, au temps 2, 4, 6, 8, 10. Donc, si je compare un projet 2 ans versus un projet 3 ans, je ne peux pas vraiment calculer des valeurs actuelles équivalentes. Je vais convertir ça en annuité équivalente. Donc, une rente de deux paiements à 15 % vaudrait 4 238,56. Donc, payer 4 238 au temps 0 est équivalent à payer 2 607 au temps 1 et au temps 2. Donc, si je paye 4 238 au temps 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et ainsi de suite, c'est comme si je payais 2 607 au temps 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 9 et 10, et ainsi de suite. Et ça devient une rente perpétuelle. Donc, on dépense en moyenne nette à chaque année 2 607,21 si je remplace mon char à chaque 2 ans. Alors, déjà ici, on peut comparer qu'est-ce que ça vaut plus la peine, 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Si tu regardes tes dépenses annuelles, puis c'est des dépenses perpétuelles, tu vas prendre celui qui a les dépenses les moins importantes. Alors, celui qui a plus de dépenses, ce serait un projet qui serait moins rentable. Je vais finalement comparer si je renouvelle ma flotte à chaque année. Alors, si je rachète un char à chaque année, je vais acheter une nouvelle voiture pour 18 000. Je vais vendre l'ancienne pour 15 750. Au temps 1, je vais payer 1 200 en frais d'entretien et d'assurance et je vais avoir une charge de dépréciation de 2 250. Donc, quel est le cash flow? Bien, ce serait des cash flows annuels et perpétuels. Donc, le cash flow au temps 1, c'est le 1 200 après impôt. Alors, 1 200 avant impôt, c'est 720 après impôt. Le 2 250, c'est une charge non cash. Ça réduit mes taxes de 900 $. Je paye 18 000 pour l'ancien char. Je reçois 15 750 sur la revente. Donc, net, c'est comme si je reçois... Alors, je pense qu'il devrait y avoir un négatif ici. C'est comme si je dépense 2070. Alors, oui, il y a bel et bien un négatif avant 2070. Alors, c'est moins 2070. Alors, je dépense au temps t est égal à 1, 2070. Donc, la nuit est équivalente est égale à 2070. Donc, je peux calculer la valeur actuelle au temps 0. Alors, c'est tout simplement 2070 divisé par 15. Mais la nuit équivalente en fin de période serait 2070. Donc, vu que je paye à la fin de l'année, je vais dépenser 2070. Donc, vu que je renouvelle le char à chaque année, je paye 2070. Donc, je dépense net 2070 à chaque année si la période de remplacement est de 1 an. Maintenant, je suis capable de mesurer la valeur. Je peux calculer la vanne des projets ou bien donc, je peux tout simplement comparer les annuités équivalentes. Alors, si j'assume que les annuités équivalentes sont payées en perpétuité, alors une rente perpétuelle, la valeur actuelle des dépenses devient tout simplement l'annuité équivalente divisée par le taux d'intérêt. Ça, c'est la formule exacte.
Si jamais vous avez oublié cette formule, vous pouvez mettre payment, ce serait égal à l'annuité équivalente. I, c'est le taux d'intérêt. Et N, vous mettez un chiffre énorme. Alors, vous mettez un chiffre comme 9 milliards ou 9,99999. Mettez le chiffre le plus grand que vous pouvez faire et vous calculez Compute Present Value. Ça va vous donner une réponse, si ce n'est pas la réponse exacte, à 1 ou 2 cents près. Donc, si j'ai une annuité équivalente de 2070, ça veut dire que je paye 2070 par année. Si je paye ça en perpétuité, alors la valeur actuelle de cette perpétuité, c'est 2070 divisé par le taux d'intérêt, le coût du capital. Donc, c'est comme si je payais 13 800 aujourd'hui. C'est équivalent à payer 2070 à chaque année en perpétuité. Donc, la valeur actuelle nette, la valeur actuelle de toutes ces perpétuités devient 13 800 $. Si je compare tous les autres projets, alors les autres, on peut voir, sans même faire un calcul de valeur actuelle, on le sait tout simplement que la meilleure chose à faire, on réduit nos dépenses si on renouvelle notre flotte à chaque année. Mais on peut le faire de deux façons. On compare les annuités équivalentes. Alors, les dépenses sont moindres si je renouvelle ma flotte à chaque année. Par la suite, si je renouvelle à chaque 4 ans, par la suite, si je renouvelle à chaque 2 ans, par la suite, le projet le moins intéressant, c'est de renouveler la flotte à chaque 3 ans. Mais la valeur actuelle de ces dépenses au temps t est égal à 0, c'est le cash flow à la fin de la première année divisé par 15 %. Donc, 2070 par année, c'est équivalent à payer 13 800 $ aujourd'hui. 2607,21, si je renouvelle ma flotte à chaque 2 ans, c'est équivalent à payer 2607,21 par année. C'est équivalent de payer 17 381,40 au temps t est égal à 0. Si je paye 2617,73 par année, c'est équivalent à payer 17 451,53 au temps t est égal à 0. Et finalement, payer 2589,71 à chaque année est équivalent à payer 17 264,73 au temps t est égal à 0. Et on voit que les dépenses sont minimisées si je renouvelle ma flotte à chaque année. Donc, net, ça vaut la peine si je remplace mes voitures à chaque année. Une petite note ici, si jamais vous ajoutez le 18 000 au temps t est égal à 0, il n'y a pas de problème. Votre réponse va être identique à ces réponses ici, moins 18 000 pour chacun, vu que vous ajoutez tout simplement un coût additionnel de 18 000 au temps t est égal à 0. À un examen, ça ne me dérange pas si vous le mettez ou si vous ne le mettez pas. Ici, je ne l'ai pas mis parce que ça pourrait porter à confusion. Si je reviens aux slides précédentes, la raison pourquoi je ne l'ai pas mis, c'est parce que quand je regarde la période de 4 ans, je veux dire, je l'ai ici au temps t est égal à 4, et si je le remets au temps t est égal à 0, il y aurait des possibilités d'avoir des doublons. Alors, j'ai souvent vu ça à un examen, que pour chaque 4 années, il y a un 18 000 au temps 0 et un 18 000 au temps 4. Alors, tu es en train de le calculer 2 fois. C'était justement pour éviter ça, c'est pour ça que je l'ai enlevé. C'est tout simplement pour un peu de simplicité, pour un peu moins de complications. Donc, ça, c'est la première moitié du cours d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, je répète, la market value, on assume qu'on revend notre char pour la valeur au livre. Si ce n'est pas le cas, on doit inclure les taxes sur les gains capitaux. C'est certain qu'à l'examen, je vais avoir un market value. Alors, Lofty, si tu as une question, pourrais-tu me l'envoyer dans le chat? Oh, oui, j'aurais une question. Non, dans le chat, Lofty. Dans le chat. OK, alors ça, c'est la première moitié du cours. La deuxième moitié, on va regarder le remplacement versus abandonné. Qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, ça vaudrait plus la peine abandonner un projet. Alors, dans les années 90, il y avait une compagnie qui s'appelait Toys R Us. Et Toys R Us faisait des profits c'est une entreprise qui fonctionnait depuis des années. Il y avait une autre compagnie, Babies R Us, qui faisait partie de la même compagnie. Et elle faisait des profits. Mais Walmart commençait à vendre de plus en plus de jouets, de plus en plus de vêtements pour bébés. Donc, Toys R Us s'est dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de compétitionner contre Walmart? Et Walmart, c'était un vrai juggernaut dans les années 90 et 2000. Alors, tout le monde avait peur de Walmart, comme le monde a peur d'Amazon aujourd'hui.
Donc, Toys R Us, elle avait pris une décision. Est-ce que ça vaut la peine de garder les portes ouvertes ou est-ce qu'on va tout simplement fermer les portes? Et par fermer les portes, qu'est-ce que Toys R Us a fait, je pense, en 2005-2006? Ils ont tout simplement vendu l'entreprise à d'autres personnes et ils ont remboursé tous leurs actionnaires. Alors, ils se sont tout simplement vendus parce qu'ils pensaient ne pas être capables de compétitionner avec Walmart. Et d'ailleurs, ceux qui ont acheté Toys R Us ont tellement emprunté d'argent pour le faire qu'ils ont fait banqueroute quelques années plus tard. Alors, il y a tellement peu de Toys R Us, il y a quelques Babies R Us aujourd'hui, mais ce n'est pas l'entreprise qu'elle était dans les années 90. Et moi, quand j'étais adolescent, aller chez Toys R Us, c'était la fête. C'était quelque chose de spécial pour nous. Mais ça n'existe plus aujourd'hui. Pas comme ça l'était à l'époque. Tous les jeux vidéo qu'on voulait, on allait chez Toys R Us. Donc, j'ai un message. Oui, alors, si je reviens, avant de regarder Abandon, alors si je reviens, vous avez déjà, si vous regardez lorsqu'on minimise les coûts, alors ça, c'est des coûts annuels en perpétuité. Si je réussis à minimiser mes coûts annuels, c'est certain que je vais minimiser la valeur actuelle de mes coûts. Donc, si je connais l'annuité équivalente, je le sais lequel des projets est le meilleur. OK, alors si je reviens à Toys R Us, alors Toys R Us avait décidé, si j'abandonne aujourd'hui, je suis capable de vendre l'entreprise pour un certain nombre de milliards de dollars. Si par contre, je ne vends pas l'entreprise aujourd'hui et je continue d'opérer, quelle est la valeur actuelle de tous les cash flows futurs? Alors, la valeur marchande de l'entreprise, c'est égal à la valeur actuelle de tous les cash flows futurs. Et dans le cas de Toys R Us, vu qu'ils étaient très conservateurs dans leur cash flow futur parce qu'ils pensaient perdre de la part de marché à Walmart, qui était vrai, ils ont réalisé que ça valait plus la peine de vendre l'entreprise. Donc, si moi je continue de travailler pour les 20 prochaines années dans mon entreprise et je fais X 1000 $ par année, et cette valeur est de 2 millions. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'offre 2,5 millions, je devrais vendre mon entreprise. Pourquoi? Ça ne vaut pas la peine, d'autant plus, je suis en train de me briser le dos pour rien. Donc, si la valeur actuelle de tous les cash flows futurs elle est plus grande que le prix de revente aujourd'hui, oui, bien sûr, je devrais continuer. Mais par contre, si la valeur actuelle de tous les cash flows futurs, elle est plus petite que le prix de revente aujourd'hui ou le prix de fermeture, je devrais abandonner. Et par abandonner, ça veut dire que je ferme mes portes, je liquide tous mes actifs, je paye mes taxes sur mes gains capitaux, j'ai peut-être des valeurs terminales. Je vais comparer ça. Et si c'est plus grand que la valeur actuelle des cash flows, ouais, je devrais tout simplement fermer mes portes. Donc, je vais regarder un exemple ici. Un investissement de 8 ans au coût de 800 000. Donc, l'investissement initial était de 800 000 a été effectué il y a 3 ans. Le chiffre d'affaires ne s'est jamais réalisé. Le projet réalise actuellement un cash flow de 91 000 la valeur au livre de l'équipement de 409 600 la valeur marchande de l'équipement de 500 000 Dans 5 ans, la valeur au livre de l'équipement sera de 134 000 la valeur marchande sera de 100 000 Est-ce que ça vaudrait la peine de garder les portes ouvertes ou tout simplement revendre mes installations aujourd'hui? Si je vends mes installations aujourd'hui, je ne vais pas recevoir les cash flows de 91 000 Donc, le calcul que je dois faire, quelle est la valeur actuelle de 5 cash flows de 91 000 plus un 100 000 que je vais recevoir au temps T est égal à 5 plus un crédit d'impôt sur le 34 000 de perte en capital, aussi reçu au temps T est égal à 5. Ça, c'est si je garde les portes ouvertes. Si je ferme mes portes aujourd'hui, je vais recevoir 500 000 sur la vente de mon équipement, mais je vais payer des taxes sur le 90 400 de gain capital. Donc, lequel des deux est plus élevé? Pour maximiser la valeur des actionnaires, je devrais garder le projet qui a le plus de valeur. Le taux comparatif est de 35 le coût du capital est de 12 les gains capitaux sont taxés à 20 Et dans tous mes examens, dans tous mes exercices, le taux sur les gains sur les gains capitaux est toujours explicitement donné. Il y a une règle au Canada, mais je veux dire, ce n'est pas les mêmes règles aux États-Unis. Alors, toutes les corporations seront taxées à 35 et les gains capitaux seront taxés à un autre taux, ici 20 Donc, la valeur au temps T est égale à 3 du projet. Alors, la valeur de l'entreprise, c'est égal à la valeur actuelle des cash flows. Alors, la valeur actuelle des 5 cash flows de 91 000 plus la valeur actuelle des cash flows terminaux.
Alors, la liquidation des installations et toutes les taxes à payer à la fin du projet. Alors, au temps t est égal à 3, il reste 5 cash flows. Donc, on a 5 cash flows et une valeur terminale au temps t est égal à 5. Donc, au temps t est égal à, bon, dans 5 ans, alors au temps t est égal à 8. La valeur terminale, la terminal value au temps 8, c'est le 100 000 sur le prix de vente. Et on va payer des taxes sur un gain en capital. Ici, on a une perte en capital de 34 000. Donc, si les gains capitaux sont taxés à 20 sur le 34 000 de perte, c'est un crédit d'impôt de 6 843,60 $. Donc, je vais recevoir 100 000 $ sur la vente de mes installations dans 5 ans. Et je vais avoir une réduction de taxes de 6 843, alors c'est comme un cash flow positif. Donc, au temps t est égal à 3, je calcule la valeur au temps t est égal à 8, la valeur terminale. Donc, quelle est la valeur au temps t est égal à 3 de l'entreprise? C'est égal à 5 paiements de 91 000 escomptés à 12 %. Alors, la valeur actuelle de 5 paiements de 91 000 escomptés à 12 %, plus cette valeur terminale qui est reçue au temps t est égal à 8 dans 5 ans. Alors, on est au temps 3 aujourd'hui. Au temps t est égal à 8, on reçoit 106 843,60 $. On escompte ça avec 5 périodes d'intérêt à 12 %. Donc, aujourd'hui, si on continue de garder les portes ouvertes, on va recevoir, la valeur de l'entreprise vaudrait 388 660,56 $. En passant, si vous avez eu un autre professeur en finance 1, probablement que ce terme était différent. Peut-être que, je pense que Fauzi mettait VAA 5,12. Alors, si vous mettez ça en examen, je vais le voir immédiatement. Ma notation, c'est juste de la notation. Si vous avez une notation américaine ou la notation précise québécoise, allez-y. Moi, j'utilise tout le temps la terminologie américaine. Alors, si vous utilisez la formule 1 moins 1 sur 1,12 à la puissance 5 divisé par 12 %, ça, encore une fois, c'est la formule, c'est acceptable. Pour ceux qui sont vraiment zélés, qui se souviennent de finance 1. Par contre, qu'est-ce qui arrive si j'abandonne? Aujourd'hui, j'abandonne, je vends les installations pour 500 000 $. Je vends les installations pour 500 000 $. Mais les installations valaient 409 000. Donc, j'ai fait 90 400 $ en gain capital. Je vais payer 20 % de ce montant. Donc, je vais payer 18 080 $ en taxes de gain capital. Donc, je reçois 500 000. Je paye 18 080 $ en taxes. Net, j'ai 481 920 $. Donc, si je garde le projet ouvert, si je garde mes portes ouvertes, je vais recevoir une valeur totale de 388 000. Si je ferme mes portes aujourd'hui, je vais recevoir 481 000. Donc, ça vaut plus la peine de fermer les portes parce que la valeur actuelle des 5 années qui restent de 388 000, elle est plus petite que la valeur si je ferme mes portes aujourd'hui. Je vais recevoir 481 920. Et quand je fais ces calculs, j'assume pas un ajustement pour mon temps. Je veux dire, si je ferme les portes aujourd'hui, je n'ai plus besoin de me tracasser la tête pour le projet. Mais si je garde les portes ouvertes pendant 5 ans, j'ai du temps qui est investi là-dedans. Je ne tiens pas compte de ça dans mon calcul. Donc, la valeur des actionnaires est maximisée au temps 3 si le projet est abandonné. Donc, alors un autre projet, dans tous les projets, alors si vous regardez tous mes anciens examens, vous allez tout le temps avoir qu'il y a toujours une autre option. Des fois, c'est rénover l'usine, des fois, c'est ne rien faire, des fois, c'est rénover une machinerie. Mais il y a toujours l'option d'abandonner qui pourrait être avantageuse. Alors, on a tout le temps l'option d'abandon qu'on va tenir compte davantage.
OK, alors on va faire un exemple de synthèse. J'ai une compagnie taxée à 40 mais les gains capitaux sont taxés à 15. Le coût du capital est de 10 Option 1. L'ancienne machine produit 40 000 unités au coût de 8,40 l'unité, les ventes. La valeur est de 500 000 au livre, 400 000 au marché. Alors ça, c'est la valeur aujourd'hui. Dans 12 ans, la valeur résiduelle, alors la valeur terminale, alors la valeur de liquidation au livre serait de 20 000 et 10 000 au marché. Option 2. Alors, option 1, c'est ne rien faire. Option 2, rénover la machine pour 100 000 Alors, une machine est rénovée pour 100 000 La machine rénovée peut produire 50 000 unités à 8,40. Dans 12 ans, la valeur résiduelle est de 200 000 au livre et de 100 000 au marché. Maintenant, une petite note. Ici, je vous dis qu'au temps t est égal à 0, la machine vaut 500 000 au livre. Si je rénove, si je mets 100 000 de rénovation, dorénavant, la machine, elle vaut 600 000 au livre. Donc, apporter des rénovations, ça ajoute de la valeur. Quand vous rénovez votre maison, j'ai mis 10 000 de rénovation dans la maison. En théorie, vous devriez augmenter la valeur de votre maison de 10 000 C'est la même chose ici. Alors, je rénove une machine pour 100 000 Elle valait 500 000 avant. Aujourd'hui, elle vaut 600 000 au livre. Et cette machine, dans 12 ans, vaudrait 200 000 au livre et 100 000 au marché. Option 3, rénover toute l'usine pour 500 000 Maintenant, c'est les cash flows incrémentaux qui nous intéressent. Alors, je ne connais pas la valeur de l'usine, mais c'est les cash flows incrémentaux qui m'importent. J'avais 500 000 ici. Donc, si je rénove, c'est comme si je rénovais juste la machine pour 500 000 ce serait la même écriture. Dorénavant, la book value serait de 1 million de dollars. Alors, j'ajoute 500 000 de valeur à quelque chose qui valait 500 000 dorénavant, la book value est de 1 million. L'usine produira maintenant 60 000 unités à 7,50. Dans 12 ans, la valeur résiduelle est de 500 000 et de 200 000 au marché. OK. Pour les 4 prochaines années, la demande est de 40 000 unités, 50 000 les 4 années suivantes et 60 000 les 4 années suivantes. Maintenant, voici une ligne que j'utilise souvent dans mes examens. L'usine produit à la demande du marché jusqu'à sa capacité. Ça veut dire, si la demande du marché elle est de 40 000 et toi, tu es capable de produire 60 000, tu vas juste produire 40 000. OK, alors on n'a aucun overstock. Dans aucun de mes exemples, dans aucun de mes exemples de mes examens, est-ce qu'on fait une production excédentaire? Alors, aucun overstock. Donc, les 4 premières années, la demande est de 40 000 ans. Si je rénove l'usine, la demande est de, je serais capable d'en produire 60. Par contre, je vais juste en produire 40. Si par contre, si je regarde les 4 dernières années, la demande est de 60 000. Par contre, si je ne fais rien, je peux juste produire 40 000 unités. Donc, je vais produire 40 000 unités. Donc, je produis le maximum sans avoir à produire une capacité excédentaire. Le prix de vente est de 10 l'unité et je suppose une dépréciation linéaire. Quelle est la meilleure option pour l'usine? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la valeur totale des cash flows pour l'usine. OK. Je vais calculer la valeur totale si je fais la valeur actuelle si je ne fais rien. Je vais calculer la valeur si l'option 2, si je rénove la machinerie. Et je vais regarder la valeur si je rénove toute l'usine, l'option 3. N'oubliez pas qu'il y a une quatrième option, tout abandonner. Alors, si je déprécie linéairement. Alors, au tout premier cours, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait regardé cash flow avant, cash flow après, et on regardait l'excédentaire. Ici, on va faire un peu différent. On va calculer tout simplement la valeur actuelle de tous les cash flows pour l'option 1. On va regarder la valeur actuelle de tous les cash flows pour l'option 2, la valeur de tous les cash flows pour l'option 3 et la valeur de tous les cash flows pour l'abandon. Et on va tout simplement soustraire, si on ne fait rien, c'est bel et bien l'option 1. Donc, la vente d'un projet, ce serait la valeur de l'option 2 moins la valeur de l'option 1. Alors, au lieu de calculer tous les cash flows incrémentaux de 1 à 2, je vais tout simplement calculer les cash flows de 1, je vais calculer la valeur, je vais calculer tous les cash flows de 2, je vais calculer la valeur actuelle de tous ces cash flows. Et la valeur de l'option 2 moins la valeur de l'option 1, c'est la valeur qui est ajoutée ou la valeur actuelle nette du projet.
Je vais faire ça pour l'option 3. Je vais calculer la valeur actuelle des cash flows moins la valeur des cash flows de l'option 1. Et la différence entre les deux, c'est la vente du projet. Et la même chose pour la valeur d'abandon. Donc, l'option 1, c'est ne rien faire. Ça veut dire du temps 1 jusqu'au temps 12, j'ai des ventes de 400 000. Les coûts variables, c'est tout simplement 40 000 fois le coût unitaire. Alors, je pense que je dis que le coût unitaire de 8,40, c'est ça, à 8,40. Alors, je vends 40 unités à 10 $. Je produis 40 000 unités à 8,40. Je ne dis rien sur les coûts fixes. Donc, j'ai un profit brut de 64 000 $ du temps 1 jusqu'au temps 12. Du temps 1 jusqu'au temps 12, je vais imputer une charge de dépréciation de 40 000. Donc, l'équipement vaut 500 000 au temps 0. À la toute fin, il vaudra 20 000. Je vais déprécier 480 000 $ sur 12 ans. Donc, c'est 40 000, le 40 000 que je vais déprécier. Donc, une charge de dépréciation de 40 000 provient du fait que je déprécie 480 000 de valeur sur 12 ans linéairement, donc 40 000 $. Ce qui fait en sorte que mon bénéfice avant intérêt et impôts est de 24 000. La charge d'intérêt va être toujours de 0. Il y a une exception qu'on va voir au prochain cours. Donc, le bénéfice imposable est de 24 000. Je paye 40 % en taxes, donc 9 600 en taxes. J'ai un bénéfice net annuel de 14 400. Je rajoute ma charge de dépréciation de 40 000. Donc, mon cash flow est de 54 400 $. Donc, la valeur, si je ne fais rien, je vais recevoir 12 cash flows de 54 400. À la toute fin, je vais vendre l'équipement et je vais peut-être payer un gain capital sur la revente. Donc, au temps 0, je n'ai aucun investissement. Donc, la valeur terminale. À la toute fin, je vais vendre mes équipements pour 10 000 $. Par contre, la valeur au livre des équipements est de 20 000 $, donc c'est une perte en capital de 10 000 $. Donc, ça va réduire mes taxes de 15 % de 10 000 $. Alors, je vais réduire mes taxes de 1 500. C'est comme si je recevais 1 500 $. Donc, 10 000 $ sur la vente, un crédit d'impôt de 1 500 $. Donc, net, à la toute fin, je vais recevoir 11 500. Donc, quelle est la valeur actuelle de ces cash flows? La valeur actuelle au temps 0 de l'option 1, c'est la valeur actuelle de 12, la valeur actuelle de 12 paiements de 54 400 escompté à 10 % plus 11 500 au temps t est égal à 12 escompté à 10 %. Donc, si je ne fais absolument rien, la valeur actuelle de tous les cash flows futurs est de 374 329. Donc, ceux qui connaissent bien leur calculatrice, très bien leur calculatrice, N est égal à 12, payment est égal à 54 400, I est égal à 10. Si vous êtes vraiment futé, vous pouvez mettre future value 11 500 et par la suite, vous compute present value, ça va vous donner le 374 329. Par contre, je veux dire, c'est à vos risques et périls, c'est un raccourci. Si les cash flows sont différents, vous devez utiliser le bouton cash flow de votre calculatrice et d'utiliser les registres internes. J'essaie de trouver le fichier. Alors, encore une fois, ça revient au fichier que j'ai mis en ligne. Alors, ça revient ici. Alors, si les cash flows sont différents, vous avez des registres internes qui vous permettent de rentrer au temps 0. Alors, ici, c'est un exemple. Alors, j'ai 10 000 négatifs au temps 0, 6 500 au temps 1, 3 000 au temps 2 et 3 et 4 000 au temps 4. Pour un projet avec un taux d'intérêt de 12 %, quelle est la valeur actuelle de tous ces cash flows? Alors, pour toutes les calculatrices, que ce soit les deux Sharp, les deux calculatrices comptables ou la calculatrice financière, celle-ci, je ne la connais vraiment pas.
pour toutes les calculatrices, ce fichier vous indique comment vous êtes capable de faire des calculs de valeur actuelle. Donc, la valeur actuelle de l'option 1, alors si je ne fais rien, la valeur actuelle de tous les cash flows est de 374 329. Je vais regarder maintenant, je vais comparer ce 374 329 si je rénove la machinerie pour 100 000 $. Alors, si je rénove la machinerie pour 100 000 $, du temps 1 jusqu'au temps 4, alors ma machinerie pourrait désormais produire 50 000 unités. Mais la demande pour les 4 premières années est de 40 000, donc je vais juste produire 40 000 unités vendues à 10 $. Et de 5 à 12, je vais produire le maximum, le 500 000. Donc, de 5 à 8, la demande est de 50 000. De 9 à 12, la demande est de 60 000, mais je peux juste produire 50 000. Alors, le coût unitaire, je pense qu'il était de 8,40 toujours. Alors, le coût unitaire. Le coût unitaire est toujours de 8,40. Et les coûts fixes, on ne dit rien, donc on va assumer 0. Alors, ce qui nous donne notre bénéfice brut pour les 4 premières années et pour les 8 années suivantes. 64 000 pour 4 ans et 80 000 par la suite. Maintenant, l'équipement, la valeur au livre de l'équipement, c'était le 500 000 de tantôt plus 100 000. Donc, 600 000. Et on vous donne que désormais, la valeur au livre dans 12 ans va être de 200 000. Donc, on va déprécier 400 000 sur 12 années ou 33 333 par année. Alors, pendant chacune des 12 prochaines années, on va déprécier 33 333. Qui nous donne notre bénéfice avant intérêt et impôt, aucune charge d'intérêt, et donc le bénéfice imposable. On paye 40 % en taxes, ça nous donne notre bénéfice net, notre income. On rajoute la charge de dépréciation, et donc ça nous donne notre cash flow de 51 733 pour les 4 premières années et 61 333 pour les 8 dernières années. Et encore une fois, on va faire un calcul de valeur actuelle. Alors, 100 000 au temps 0, les cash flows 1 à 4 escomptés, les cash flows 5 à 12 escomptés. Et par la suite, une valeur terminale au temps t est égal à 12. Donc ici, si vous avez des cash flows qui sont différents, vous pouvez mettre cash flow 1, 2, 3, 4, 51 733, 5, 6, 7, cash flow 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 71 333. N'oubliez pas qu'au temps t est égal à 12, vous avez aussi la valeur terminale. Donc, beaucoup d'étudiants vont mettre la valeur terminale qui est au temps 12, vont la mettre au temps 13. Dans votre calculatrice, c'est 61 333 plus la valeur terminale au temps t est égal à 12. Donc, l'investissement initial est de 100 000, négatif. La valeur terminale, on va être capable de recevoir 100 000. Par contre, l'équipement vaut 200 000, donc on a une perte en capital de 100 000 $. On va avoir un crédit d'impôt de 15 000 $ dessus, une réduction de taxes de 15 000 $ dessus. Donc, c'est comme si on a 15 000 $ de plus dans nos poches parce qu'on paye 15 000 de moins en taxes. Donc, la valeur terminale au temps 12 est de 115 000. Donc, pour ceux qui vont rentrer ça dans leur calculatrice, le cash flow 1 à 4, c'est 51 733. 5 à 11, c'est 61 333. Le cash flow 12, c'est 61 333 plus 115 000. Donc, la valeur actuelle de l'option 2, c'est le 100 000 négatif au temps 0, plus la valeur actuelle au temps 1, 2, 3 et 4 du 51 733, plus la valeur actuelle du paiement au temps 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de 61 333. Et encore une fois, au temps 12, j'ai 61 333 et la valeur de liquidation de 115 000, qui sera escomptée avec 12 périodes à 10 %, qui me donne une valeur actuelle de 324 116 $.
Donc, vous pouvez rentrer ça dans les boutons de vos cash flow, boutons cash flow de votre calculatrice. Mais si vous êtes une personne matheux comme moi j'adore des maths. N'importe quoi qui a des formules, je préfère rentrer par des formules que de plugger ça et de programmer ça. Ce que je pourrais faire aussi, c'est que je pourrais tout simplement faire le 100 000 au temps t est égal à 0, plus la valeur actuelle de 4 paiements de 51 733, plus la valeur actuelle de 8 paiements de 61 333, mais cette valeur, elle est faite au temps t est égal à 4. Je peux escompter avec 4 périodes d'intérêt au temps t est égal à 0, et plus le cash flow au temps 12 de 115 000, qui sera escompté avec 12 périodes d'intérêt à 10 Maintenant, si vous n'êtes vraiment pas confortable de le faire de cette façon-ci, ne le faites pas de cette façon-ci. Alors, voici la formule, mais je veux dire, avec 12 paiements, ça pourrait être une formule qui est assez longue. Faites le calcul comme vous pensez le faire. Je veux dire, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons d'arriver à la bonne réponse. Si votre méthode est bonne et la formule, elle est bonne, mais la réponse de 324 000 n'est pas là, je peux vous accorder une grosse partie de vos points. Alors, supposons que la question vaut 10 points et vous m'avez donné tout ceci. Je veux dire, tout ceci, tout est beau, vous avez 8 points là. Même 9 points, parce que ici, c'est tout simplement peut-être que votre calculatrice, il y avait un registre qui n'était pas vidé ou vous êtes en mode début de période au lieu d'être en mode fin de période. Je veux dire, si vous avez toute la formule, vous avez 90 de la réponse ici. Ça, c'est juste le 10e point. Alors, trouvez une méthode qui fonctionne pour vous. Alors, les deux vont vous donner la même méthode. Et même en voyant cet exemple, si je reviens ici, si je regarde les cash flows, il y a une autre façon aussi que vous pouvez le faire, c'est que vous pouvez utiliser des rentes négatives. Donc, le 100 000 au temps 0, le 115 000 au temps 12 ne change pas. Mais ce que vous faites, c'est que vous utilisez la valeur actuelle de 12 paiements de 61 333, de 1 à 12. Et vous soustrayez une rente de 9 600 $ au temps 1 au temps 4, une rente négative. Ça aussi, ça fonctionne. C'est une autre méthode de le faire. Moi, je vais voir ça immédiatement. Écoute, ça fait 10 ans que je donne ce cours. Je vais le voir immédiatement à un examen. Mais pour vous, prenez la méthode qui est la plus simple pour vous. Alors ça, c'est l'option 2. On va regarder l'option 3. L'option 3, j'ai rénové l'usine pour 500 000 $. Donc, si je liquide les installations, j'aurai 500 000. La valeur au livre des installations était de 500 000. Je rajoute 500 000 de rénovation, donc elle vaut 1 million. Je dis que dans 12 ans, l'équipement, la valeur au livre serait de 500 000. Donc, je vais déprécier 500 000 $ sur 12 années, 41 667. Donc, du temps 1 jusqu'au temps 4, j'ai 40 000 en vente. Je peux produire 60 000, mais la demande est de 40 000, je produis 40 000. De 5 à 8, je peux produire 60 000, la demande est de 40 000, la demande est de 50 000, je produis 50 000 à 10 $. Et je peux produire 60 000, la demande est de 60 000. Pour les 4 dernières années, je produis 600 000 $ de vente. 60 000 à 10 $. Le coût unitaire a chuté à 7,50. Donc, 40 000 unités à 7,50, c'est 300 000. 50 000, c'est 375 000. Et 60 000, c'est 450 000. On ne dit rien sur les coûts fixes, on assume zéro. Donc, notre bénéfice brut, bénéfice opérationnel, de 100 000 $, 125 et de 150 pour chaque période de 4 ans. Alors, gross profit en anglais, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. On réduit ces chiffres de 41 667 en dépréciation, qui nous donne notre bénéfice imposable de 58 000 pour les 4 premières années, 83 000 pour les 4 années suivantes et de 108 000 pour les 4 années suivantes. Encore une fois, on paye 40 % en taxes. Ça nous donne notre bénéfice net, 35 000, 50 000, 65 000 pour les 4 premières, 4 suivantes et 4 dernières années. On rajoute la charge de dépréciation et on a donc nos cash flows. Donc, peut-être rendu ici que ça vaudrait la peine de rentrer ça dans votre calculatrice, dans les registres des cash flows. Assurez-vous que vous avez bel et bien clairé vos registres parce que c'est comme des clés mémoire. Ça reste en mémoire. Des fois, même que vous payez Clear All
ou le bouton Clear All en bas ici. Des fois que vous pesez ça, ça ne vide pas les registres. Il y a une méthode de le faire, c'est Second Function Clear Work, et ça vide tout ce qui est en mémoire. Donc, cash flow 1 serait cash flow 0 serait de moins 500 000. Cash flow 1, 2, 3, 4, 76 667. Cash flow 5, 6, 7, 8, 91 667. Cash flow 9, 10, 11, mais pas 12, de 106 667. Et le cash flow 12 serait 106 667 plus la valeur terminale au temps 12. Alors, immédiatement après qu'on reçoit notre dernier cash flow, on ferme nos portes. Donc, l'investissement initial est de 500 000. La valeur terminale, on vend nos installations pour 200 000. La valeur au livre était de 500 000, donc une perte en capital de 300 000 $. Donc, on va avoir un crédit d'impôt de 45 000 $, une réduction de taxes de 45 000. Donc, c'est comme si on recevait un cash flow de 45 000. Donc, le cash flow temps 12, dans votre calculatrice, c'est 106 000 plus 245 000. Donc, la valeur actuelle au temps 0 de l'option 3, 500 000 au temps 0, plus 76 000 payés au temps 1, 2, 3 et 4, plus les 4 années suivantes de 91 000 au temps 5, 6, 7, 8, plus 106 000 au temps 9, 10 et 11. Et au temps 12, on reçoit le même 106 000 plus 245 000 de valeur terminale. Donc, cash flow 0, cash flow 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cash flow 12, c'est la somme des deux composantes. Compute NPV. Ça vous donne une valeur actuelle de 177 288. Donc, une autre solution, vous auriez pu faire 500 000 au temps 0, la valeur actuelle des 4 premiers paiements de 76 000, plus la valeur actuelle des 4 paiements suivants de 91 000, mais ce calcul se fait au temps 4, on le ramène au temps 0, plus la valeur actuelle des 4 paiements de 106 000, mais ce calcul se fait au temps t est égal à 8, on ramène ça au temps 0, plus le 245 000 au temps t est égal à 12. On ramène ça à 0. Encore une fois, ça va vous donner 177 288. Donc, on a vu tantôt, si on ne faisait rien, on faisait environ 400 000 $. Si on rénove l'usine, net, on va faire 177 000 $. Donc, on va réduire la valeur de nos cash flows. Donc, rénover l'usine, ce ne serait pas une belle option. Donc, si je ne fais rien, j'ai 374 000 $. C'était l'option 1. Si je rénove la machine, j'aurai juste 324 000 $. Donc, la valeur actuelle nette du projet, c'est moins 50 000 $. Je ne devrais pas rénover l'usine, la machine. Si je rénove l'usine, au lieu d'avoir 374 000, je vais avoir 177 000. Donc, je vais avoir 197 000 de moins. Donc, ça ne vaudrait pas la peine rénover l'usine. Quelle est la meilleure option? OK, normalement, je demande cette question en classe. Écoute, normalement, je demande cette question en classe. Ben, OK, je vais donner le point au premier arrivé. Je vais voir c'est qui est le premier à l'avoir eu. OK, alors je vais donner un point à Félix parce que c'est lui qui s'est souvenu que la réponse, c'est bel et bien E. Pourquoi? Il y a toujours une option d'abandonner. Alors, la bonne réponse, c'est E. Alors, on aurait tendance à penser que ça vaudrait la peine de ne rien faire. Mais qu'est-ce qui arrive si on abandonne? Tantôt, la machinerie, elle avait comme 500 000 $ de valeur. Alors, si on abandonne, il y a quand même une valeur qui est là. Alors, la valeur d'abandon. Si j'abandonne, je peux vendre mes installations pour 400 000 $. La valeur au livre était de 500 000 $, donc je vais avoir un crédit d'impôt de 15 % de la perte en capital de 100 000 $. Donc, je vais recevoir 415 000.
Donc, ne rien faire, j'ai 374, la valeur actuelle, mais abandonner, j'aurais 415 000. Donc, ça vaudrait la peine abandonner. Et si j'utilise ça en vanne, rénover la machine. Alors, l'option ne rien faire, ça, c'est l'option de base. Alors, la valeur actuelle des cash flows est de 374 000. Si je rénove la machine, la valeur actuelle de mes cash flows est de 324 000. Donc, la valeur actuelle nette du projet, c'est une perte de 50 000 50 213. Si par contre, je rénove l'usine, au lieu d'avoir 374 000, j'ai 177 000, c'est une perte de 197 041. Donc, ça ne vaut pas la peine rénover l'usine. La vanne, la valeur ajoutée, elle est négative. Je détruis 197 000 de valeur. Par contre, si j'abandonne, je vais recevoir 415 000, qui est 40 000 de plus que si je garde mes portes ouvertes. En plus, on ne tient pas compte de ça, mais je veux dire, vous n'allez pas avoir le stress d'avoir l'usine. Alors, vous n'avez pas besoin de consacrer votre temps à la gestion de l'usine. Donc, la meilleure option ici, ce serait d'abandonner les opérations. C'est là où on fait le plus de capital, on crée le plus de valeur pour nos actionnaires.